Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public qui sera une thématique consacrée aux pays baltes avec comme invité Yves Placereau, juriste et président depuis 1996 du Groupement pour le droit des minorités. Yves Placereau, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, nous vous recevons avec Michel Elchaninov, qui est rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Nicolas Bavrez, qui est essayiste et avocat, et François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Vous êtes donc, je l'ai dit, président de cette ONG qui bénéficie d'un statut consultatif auprès des Nations Unies, de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Vous êtes un spécialiste des pays baltes et vous avez récemment publié 2 ouvrages sur cette région du monde qui regroupe l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Dans Les pays baltes, le pluriculturalisme en héritage, paru en 2020, vous montrez comment l'histoire de ces pays est marquée par la menace constante de puissances impériales comme l'Allemagne ou la Russie, ainsi que par la diversité de leur peuple et de leur culture. Vous avez également consacré en 2022 un ouvrage au peuple germano-balte né au XIIIe siècle des migrations de colons allemands à Riga, l'actuelle capitale de la Lettonie. Les pays baltes regroupent aujourd'hui plus de 6 millions d'habitants et représentent un PIB d'approximativement 120 milliards d'euros. Bordés par la mer Baltique à l'ouest, ils s'étendent sur 175 000 km² et partagent leurs frontières avec la Russie, la Biélorussie et la Pologne. À mi-chemin entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, ils constituent une interface stratégique entre l'Orient et l'Occident, au cœur des enjeux géopolitiques et militaires contemporains. L'héritage soviétique pèse lourd dans ces anciennes républiques socialistes soviétiques, territoire convoité par la Russie depuis Pierre le Grand pour son ouverture sur la Baltique. Avant l'invasion de l'Ukraine, la Fédération de Russie était l'un des principaux partenaires commerciaux de la région. Il lui fournissait également l'essentiel de son approvisionnement en gaz naturel à hauteur de 42% en Lituanie, 93% en Estonie, 100% en Lettonie. Les russophones constituent une importante minorité au sein des pays baltes et représentent jusqu'à 30% de la population en Lettonie. La mémoire de l'annexion russe, enfin, reste problématique, comme l'illustre la récente loi sur la destruction des monuments soviétiques promulguée par l'Estonie en début d'année. Pour se prémunir des menaces russes, les pays baltes ont choisi l'ancrage à l'ouest. Ils ont adhéré à l'Union européenne en 2004, marquant la réussite de la transition démocratique et économique accomplie depuis 1991. La même année, les États baltes rejoignent l'OTAN. L'Alliance implante dès 2008 son centre de cyberdéfense à Tallinn, à la suite de la cyberattaque de l'Estonie dirigée par le Kremlin une année auparavant. À la suite du sommet de 2016 à Varsovie, des troupes permanentes sont déployées par l'OTAN dans les pays baltes dès 2017, ainsi que des forces navales et aériennes en mer Baltique. L'invasion de l'Ukraine par la Russie projette les pays baltes au cœur des enjeux de défense du monde occidental. Ces États qui ont mis en garde l'Union européenne contre la menace russe dès 2004 s'inquiètent d'être les prochaines cibles de Vladimir Poutine. Le corridor de Suwalki, qui permet aux Russes de desservir leur enclave européenne de Kaliningrad par la Biélorussie et comporte depuis 2016 des batteries de missiles à capacité nucléaire, est au centre des tensions. Une crise avait même éclaté en juin 2022 à la suite de la décision de la Lituanie de restreindre le transit de marchandises par voie ferrée vers l'enclave russe, en accord avec les sanctions européennes. Dans ce contexte explosif, le prochain sommet de l'OTAN se tiendra en juillet à Vilnius, capitale de la Lituanie. Il y sera notamment question de la mise en place de nouveaux plans de défense pour la région baltique, mais aussi de l'adhésion de la Suède, candidat fortement soutenu par les États baltes. Yves Placereau, la première question vous est posée par Michel Elchaninov. Bonjour Yves Placereau. Bonjour. La première question touche la question précisément des minorités. C'est une question à la fois pour certains États baltes et notamment l'Estonie et Lettonie essentielle. C'est une question de politique intérieure mais aussi extérieure, puisque je voudrais
que vous nous parliez des minorités russophones. Comme l'a dit Philippe, à peu près 30% de russophones en Lettonie, 25% en Estonie, beaucoup moins en Lituanie. Et une question de l'intégration de ces minorités, puisque une partie de ces populations russophones ne sont pas citoyens de ces pays. Et aussi, bien sûr, la question d'une possible volonté de déstabiliser ces pays pourtant membres de l'OTAN de la part de Vladimir Poutine. On sait que Vladimir Poutine a divers facteurs pour tenter de déstabiliser certains pays, que ce soit la fraternité orthodoxe, le racisme, mais aussi beaucoup la russophonie et les populations russophones de certains États qui faisaient partie naguère de l'ex-URSS. Et donc, ce que je voudrais vous demander, c'est d'abord où en est aujourd'hui en Lettonie et en Estonie la question de ces minorités russophones. Et deuxième question, peut-il y avoir des tentatives de déstabilisation de ces pays baltes à travers ces communautés russophones? Oui, bien, merci pour ces questions fort pertinentes et assez lourdes. D'abord, en ce qui concerne la Lituanie, en 2 mots, elle n'est guère concernée parce qu'elle n'a qu'environ 6 ou 7% de russophones bien intégrés et, qui plus est, en grande partie des vieux croyants. Par conséquent, l'action de Moscou reste limitée sur... Il faut que vous disiez un peu, que vous précisiez pour nos auditeurs ce que sont les vieux croyants. Ah, les vieux croyants, ce sont des schismatiques qui, au XVIIe siècle, se sont réfugiés un peu partout à la périphérie de l'Empire russe. On les trouve depuis le delta du Danube jusqu'à la frontière estono-russe pour être prêts à s'échapper s'ils étaient martyrisés par les autorités à la solde de l'église orthodoxe de Moscou. Voilà, pour faire très... C'est l'époque du patriarche Nikon. Ça nous ramène au début du XVIIe. C'est une vieille histoire, mais qui est toujours d'actualité. Alors, pour ce qui est maintenant des 2 États du Nord, qui ont effectivement d'importantes communautés russophones qui datent pour l'essentiel de l'époque soviétique, les situations sont un peu analogues. Dans les 2 cas, on a une concentration de russophones autour des grandes villes, c'était essentiellement les capitales Tallinn et Riga, et dans l'est des pays, le comté d'Ida-Virumaa pour l'Estonie, qui est pratiquement 90% russophone, et la province de Latgale, qui est la province orientale de Lettonie, qui est à peu près 80% russophone ou biélorussophone, ou etc. Ces populations sont variées. Une partie, surtout pour les jeunes, est assez bien intégrée, sinon assimilée, et je dirais plutôt fidèle à l'État estonien ou letton. En revanche, il existe parmi les plus âgés, ceux qui ont connu l'époque soviétique, il existe un noyau de résistance anti-balte qui sont très sensibles à la propagande de Moscou, qui regardent la télévision russe, lisent les journaux russes, en veulent de façon atavique et virulente à l'État estonien et letton. Ils jouent un rôle. Ils ont d'ailleurs des représentants. Il y a même des partis. Par exemple, en Estonie, il y a un parti des minorités dont le dirigeant est actuellement en prison tellement il a fait fort. Il y a quelques Estoniens, quelques Lettons qui représentent officiellement, ou des Russes de la région qui représentent officiellement cette tendance pro-Moscou. Ils sont minoritaires, mais ils existent et ils font un travail d'influence, un travail d'infiltration, de fake news, etc. Très fort, très fort et pas toujours très malin, mais au moins très actif. Tentatives de déstabilisation, absolument, elles existent depuis maintenant plus de 30 ans. Elles portent effectivement essentiellement sur les régions donc orientales. Donc on a parlé de la région de Ida-Virumaa en Estonie et de la région de Daugavpils en Lettonie. Diverses formes, toujours les mêmes médias, Ruski Mir, etc., Sputnik, etc., la presse, dans une certaine mesure l'Église orthodoxe. Aussi toute une série de médias moins visibles mais bien actifs. Et puis alors il y a des artefacts. Par exemple, la Russie agite périodiquement un pseudo-sécessionnisme letton autour d'une république socialiste soviétique de Lettonie qui a existé très brièvement au début de la Seconde Guerre mondiale et à laquelle se serait tenté, d'après Moscou, de se rallier un certain nombre de non-lettons de Latgale. Voilà grosso modo pour faire vite. Nicolas Bavrez. Cette question des minorités, elle nous ramène
elle nous ramène à l'histoire tragique de ces pays qui est souvent assez mal connue. Est-ce que vous pourriez nous rappeler notamment toute cette partie de la Seconde Guerre mondiale, ensuite la soviétisation et cette, cette succession du poids des totalitarismes du XXe siècle sur ces pays, avec la Shoah, les déportations, les exécutions de masse. Et je pense que c'est peut-être important de rappeler cette histoire parce que je pense qu'elle est assez méconnue et que ça explique souvent la distance avec ces pays ou la difficulté de bien comprendre ce qui se passe et évidemment leur extrême sensibilité par rapport à la Russie. Yves Plastron. Vous avez raison. Il faut même remonter un petit peu plus tôt. Ces pays, ces provinces, initialement, ont été intégrées au sein de l'Empire russe entre 1720 et 1795, le dernier partage de la Pologne, et sont restés au sein de l'Empire russe jusqu'à leur indépendance à l'issue de la Première Guerre mondiale. Pendant l'entre-deux-guerres, une vingtaine d'années d'indépendance, menacée certes par l'Allemagne et par l'Union soviétique, mais quand même d'indépendance au cours de laquelle ils se sont très bien sortis du marasme économique et bien qu'ils aient un régime autoritaire entre 26 et 35, enfin plutôt à partir de 26 en Lituanie, à partir de 34-35 dans les autres pays, ça n'a pas été terrible, il n'y a pas eu de persécution raciale, c'était des régimes relativement tolérants selon les critères d'aujourd'hui. Ensuite, ensuite on a eu une première occupation soviétique qui a duré 1 an, qui a été épouvantable, suivie de l'opération Barbarossa à partir de 1941, l'arrivée très rapide des troupes nazies qui ont occupé donc le territoire très facile à envahir. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de défense naturelle des trois États, mais enfin on parle surtout des 2 du Nord. Les persécutions racistes qui entraîne la quasi-disparition de la population juive de la région, qui était très très importante en Lettonie, très faible en Estonie, simplement 5000 individus, mais en Lettonie c'était très important. Ils ont été entièrement exterminés avec l'assistance de supplétifs locaux, bien évidemment, comme partout. Et ensuite, bien qu'une partie des jeunes se soit plus ou moins volontairement engagés dans des légions anti-soviétiques, sous commandement allemand, de la Waffen-SS, pour dire les choses clairement, ils ont perdu la guerre et ils se sont trouvés de nouveau, à partir de 1944, occupés par l'Union soviétique et soumis à une extrême répression nationale pour les punir de tout. Mais officiellement de collaboration, officieusement d'être là et de protester contre l'éradication de leur identité et de leur culture. Ça, c'est une longue période, c'est pas une période de nuit complète, mais c'est une période de sombre malgré tout, avec des épisodes terribles jusqu'en 1953, des déportations de centaines de milliers de gens au goulag, des meurtres extrêmement nombreux. À partir de 1953-1956, mort de Staline, rapport Khrouchtchev, ça commence à aller mieux, mais ça reste très problématique parce que on est au sein de l'Union soviétique, il s'y trouve très mal, et en plus, Moscou infiltre des quantités de russophones en provenance d'un peu partout, ce qui met en danger l'existence même des nations baltiques, puisque 51% des habitants de la Lettonie en 89 étaient lettons seulement. C'est-à-dire qu'on aurait attendu un petit peu plus, ils n'auraient plus été chez eux. Donc, une menace considérable sur leur identité, ce qui suscite naturellement une forte angoisse, suscite du nationalisme, et les premières années d'indépendance ont montré qu'il était vif, puisque ce sont des partis nationalistes qu'on pourrait qualifier de très, très, très à droite, qui occupent le devant de la scène, même si à l'Occident on n'a pas l'air de s'en rendre tellement compte, mais alors au fil du temps, depuis, ça s'est tassé, et les choses sont revenues dans un ordre qui ressemble plus à l'ordre de l'Occident, mais l'ordre de l'Occident lui-même est en train de changer tellement que on ne sait plus trop sur quel pied danser. Mais voilà pour rappeler très, très sommairement, en survol, l'histoire de cette époque. François Bujon de l'Étang. Monsieur Plastron, vous
venez de rappeler en quelques mots le caractère tragique du scénario qu'ont dû traverser les pays baltes. Et d'ailleurs, il suffit de visiter l'un des musées historiques de ces pays pour mesurer à quel point la souffrance a été énorme. Ils sont tombés de Charybde dans Scylla en passant du joug soviétique à celui de l'Allemagne nazie, puis pour retomber sur celui de l'Union soviétique. C'est très impressionnant. Mais ceci m'amène à vous poser une question un peu paradoxale. Ces pays qui ont joué un rôle dans l'émiettement de l'Union soviétique, notamment, tout le monde se souvient de la chaîne humaine qu'ils ont formée juste avant de proclamer leurs indépendances, ces pays qui ont tant souffert, qui ont joué un rôle si important finalement dans l'histoire du délitement de l'Union soviétique, ce sera une étude de cas dans l'avenir. Voilà des pays qui ont eu, en devenant indépendants en 1991 à peu près, ils ont eu le double défi d'abord de construire un État moderne dans des territoires qui, au fond, n'avaient pas de tradition nationale très forte, ni très ancienne, ni très nette. Et c'était un premier défi, et qui, en plus, avait vu leur autonomie bafouée complètement par les occupations. Mais ils ont eu aussi à sortir du joug soviétique et à sortir du communisme. Et si on juge de la qualité du travail qu'ils ont fourni pendant cette époque de transition pour devenir ce qu'aujourd'hui tout le monde considère en franglais parfait une success story, est-ce qu'il restera dans l'histoire un modèle balte qui soit à la fois un modèle d'affirmation nationale, de sortie du communisme et de décolonisation de l'Empire soviétique? Avant que vous ne répondiez, Yves Pestroll, François me parlait de la chaîne humaine formée avant, oui. Avec la formule « tout le monde se souvient ». La formule « tout le monde se souvient » est peut-être optimiste. Il faut que quelqu'un rappelle ce qu'a été cette chaîne humaine juste à la veille de l'indépendance. C'était pendant effectivement ce qu'on appelait les révolutions chantantes, qui était une période de lutte civile mais violente contre l'Union soviétique, pour convaincre l'Occident de la force du sentiment national et indépendantiste du pays. Ces trois États ont procédé à des référendums officieux mais néanmoins assez convaincants, et pour être spectaculaire, on fait organiser une chaîne humaine allant de Tallinn à Vilnius, en passant par Riga, où des gens se donnaient la main tout au long de nous y étions, ma femme et moi, dans cette chaîne, et je me souviens à quel point c'est impressionnant. Ensuite, on l'a parcouru en voiture. C'est un phénomène absolument unique. Voilà ce que c'était. Je vous rends à la question de François. Alors, votre question, c'était... est-ce qu'il y aura un modèle? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est un modèle de sortie du communisme, de décolonisation et d'affirmation nationale? Et d'une certaine manière, pour prolonger la question, comment on explique que la transition était à ce point réussie? Parce que quand on regarde, certains sont des tigres économiques, il y a le numérique, et comme on dit, ils ont construit un État, une vraie démocratie, en très peu d'années. Oui, alors... pendant la période qui va de 86, début de la perestroïka à l'indépendance des années 90, moi j'ai suivi le développement précisément et de près d'un certain nombre d'États, les 3 États du Caucase, la Biélorussie et les Baltes. Et j'ai beaucoup d'amis, ces pays sont très chers. Eh bien, effectivement, parmi tous ces États, on peut dire que ceux qui ont réussi à construire une société paisible, démocratique, et où on a plutôt envie de vivre, c'est effectivement les 3 Baltes. Alors, pourquoi? Je pense qu'il y a très largement l'héritage de la tradition germano-balte ou polonaise en Lituanie. C'est-à-dire qu'il y avait une culture occidentale, en quelque sorte, qui était très prégnante et sur laquelle les nouveaux dirigeants ont pu se reposer. D'autre part, la tradition des États d'avant-guerre était quand même très forte et très présente. Ils avaient organisé des sociétés bien structurées. Ensuite, au sein de l'Union soviétique, les républiques baltiques ont continué à exister. Elles ont conservé des administrations, elles ont conservé presque tous les attributs d'une souveraineté, ce qui fait qu'il y avait quand même des gens
formées au niveau administratif. Et enfin, allez vite, des diasporas, notamment américaines, britanniques et allemandes, de qualité et dévouées, qui sont très rapidement intervenus à la fois financièrement et techniquement pour aider les pays. Je crois que c'est à peu près ça pour faire sommaire oui. Michel Elcheninoff. Pour revenir à la géographie et à l'actualité, notamment celle de la guerre en Ukraine, j'aimerais revenir à la question de l'enclavement de ces 3 républiques baltes par rapport à, d'un côté, la Russie, de l'autre côté, donc, à l'ouest, la Lituanie avec le couloir de Suwałki et l'enclave russe de Kaliningrad, et enfin, le Bélarus. Et c'est sur le Bélarus que je voudrais vous poser la question. Le Bélarus, depuis quelques années, mais très activement depuis quelques mois, devient un allié de Moscou dans sa guerre en Ukraine. En tout cas, des armes comme des missiles Iskander, Kinjal et maintenant des armes nucléaires sont installées ou devraient être installées sur les territoires bélarusses. Ce qui fait des 3 républiques baltes, finalement, des États qui sont cernés par la menace russe et bélarusse désormais. Comment réagissent les Baltes par rapport finalement à une menace russe et bélarusse qui augmente de semaine en semaine? Oui, c'est une question tout à fait pertinente. Ils ont d'abord réagi en adhérant en 2004 à l'Union européenne et à l'OTAN. Depuis l'invasion de la Crimée, du Donbass, l'agression en 2008 contre la Géorgie, ils ont considérablement renforcé leur capacité de défense. Ils sont membres de 5 ou 6 alliances militaires, qui comprennent notamment la Pologne, mais surtout pour eux, c'est les États-Unis, le parapluie nucléaire américain, l'article 6 du pacte de traité de l'Atlantique Nord, prévoyant une intervention si l'un des États, ils sont membres de l'OTAN, donc si l'un des États était agressé, les autres se considéraient comme agressés. Tout ça, ils y croient. Et voilà. Et l'agression russe en Ukraine, enfin, pour eux, c'est pas comme ici. Nous, on voit l'agression russe en février de l'année dernière. En réalité, elle avait commencé déjà en 2016. Pour eux, ils se sentaient déjà agressés. Donc, ça a donné un sursaut de patriotisme. C'est peut-être le plus important. Ils étaient en voie de consumérisation. Parce qu'il y avait une aspiration à vivre mieux, etc. Et là, ça les a secoués et ça a redonné un nouveau coup aux 3 nations qui sont maintenant galvanisées avec on a parlé autrefois du réarmement moral, je dirais que c'est tout à fait le cas, et ils sont prêts à se défendre. Et si on pense à la guerre finno-soviétique, eh bien, on peut dire qu'ils n'ont peut-être pas, ils ont peut-être quelques arguments. Nicolas Bavrez. Et de ce point de vue-là, pour répondre à la question sur l'encerclement, l'entrée de la Finlande dans l'OTAN donne une profondeur stratégique pour la défense de la Baltique, mais également pour la défense des pays baltes. Absolument. C'est tout à fait essentiel, surtout pour l'Estonie. C'est pas tellement incroyable de voir la Finlande arriver dans l'OTAN. Et puis la Suède aussi, si Erdogan cesse de nous faire des misères. Donc oui, bien sûr, c'est extrêmement important. C'est dans une certaine mesure là la Russie qui se trouve un peu assiégée en quelque sorte. Donc c'est un jeu, je te tiens, tu me tiens, qui est complexe, qui est multiforme, puisque on est dans une guerre hybride qui se livre sur tous les terrains à la fois. C'est extrêmement compliqué et ça demande d'excellentes cellules de réflexion, ce dont ils sont pourvus. Il y a des gens tout à fait remarquables qui travaillent sur ces questions là-bas. François Bujon de l'Étang. Oui, mais dans tout ceci, il nous ramène finalement à la permanence du modèle balte, si j'ose dire. Parce que la Russie, pendant ce temps-là, continue de considérer les pays baltes comme des morceaux détachés de l'ancien empire soviétique, et la Russie n'a absolument pas renoncé à quelque territoire européen que ce soit, qui a jadis fait partie du monde russe. C'est quand même un des points fondamentaux qu'il faut garder à l'esprit, et sur lesquels les Baltes, d'ailleurs, ne se privent pas de rappeler cette réalité aux différents occidentaux. Alors, les Russes, eux, considèrent que l'indépendance des pays baltes est quelque chose d'éphémère, au fond, et de contingent, et qu'on reviendra dessus tôt ou tard.
Est-ce qu'à votre avis, cette espèce de malédiction va continuer de peser pendant longtemps sur les pays baltes qui, comme on vient de le dire, ont par ailleurs renforcé leur défense et se trouvent bien insérés dans le dispositif OTAN, renforcé par l'entrée de 2 nouveaux membres scandinaves? C'est une question à... Ah oui, la question, elle est à 10 000 roubles. Ça dépendra de l'issue de la guerre en Ukraine. C'est tout. Si la Russie perd cette guerre sous une forme quelconque, il y a diverses hypothèses, elle la perdra sans doute sur le plan interne d'ailleurs, il est possible que ça change. Il faut faire confiance à l'opposition russe. Elle existe, et elle est de qualité, même si elle est éclatée. Le pire n'est pas sûr, mais c'est certain que le passé n'est pas encourageant. Voilà. Michel Elchaninov. Oui, à propos justement de l'analyse que font les Baltes de la situation internationale, j'ai lu cette interview du ministre des Affaires étrangères lituanien Gabrielius Landsbergis, qui est le petit-fils du père de l'indépendance lituanienne Vytautas Landsbergis, une interview exceptionnellement aiguë, précise, vigoureuse dans le ton. Ça fait longtemps que j'avais pas lu une interview d'un responsable politique sur la situation, sur la guerre en Ukraine, aussi claire, aussi précise. Et ça me fait me poser la question du rapport que les États européens de l'Ouest entretiennent avec ces 3 pays baltes. Je me souviens de cette terrible phrase de Jean-Luc Mélenchon il y a une vingtaine d'années sur qui connaît des Lituaniens, avec cette sorte de complexe du grand pays par rapport au petit pays qui n'auraient pas leur rôle à jouer dans le concert des nations. Et je voudrais vous demander comment la voix de ces pays baltes, qui est une voix effectivement experte, aiguisée, peut mieux être entendue, notamment à l'Ouest et par exemple en France. Oui, c'était très important. Effectivement, pendant longtemps, c'est-à-dire grosso modo à partir des années 2000, les dirigeants des pays baltiques, les intellectuels des pays baltiques ont dénoncé de façon très vigoureuse à l'Occident la menace russe, multiforme, Nord Stream, intoxication, corridor de Suwałki, etc., etc. On les a pris pour des rigolos, on a dit ce sont des traces des traumatismes soviétiques, n'y prenons pas garde, ça leur passera. Et puis, il est passé 2008, 2016, 2022, et j'en passe, parce qu'il y a pas mal d'autres agressions russes, pas mal de coups de semonce russes, etc. Finalement, comme une sorte de rédemption, en février 2022, on s'est dit, et s'ils avaient raison ? Et depuis, une génération nouvelle est arrivée au pouvoir là-bas, à Riga, à Tallinn, plus crédible aux yeux des Occidentaux, extrêmement informés, et soudainement, on s'est mis à dire, mais ils avaient raison. Et maintenant, on les écoute. C'est très frappant. Moi, je le vois un peu par la bande, mais je connais un certain nombre de responsables là-bas. Et c'est très frappant, le changement de posture. On ne les voyait pas dans les réunions internationales, et maintenant, les gens vont vers eux. Donc, c'est en train de se passer, et Dieu merci, parce que c'est eux qui avaient raison. Nicolas Bavrez. Et leur poids, notamment au sein de l'Union européenne, est spectaculairement... augmente spectaculairement. Donc, on l'avait vu d'ailleurs déjà en matière économique, où les pays baltes sont des pays qui sont très très bien gérés et qui avaient des résultats importants. On l'avait vu d'ailleurs, y compris dans leurs avis sur la gestion de l'euro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ce basculement vers l'Est, mais aussi vers la Baltique. Et un poids, y compris géopolitique, qui s'accroît et qui est par ailleurs d'autant plus écouté qu'il est directement adossé au retour des États-Unis sur le continent européen. C'est vrai. Il faut mettre ça en perspective. Des pays, anciens pays satellites ou anciens membres de l'Union soviétique, il faut voir qu'une grande partie ne sont pas aussi lucides
en matière de relations avec la Russie. Si vous prenez la Hongrie, si vous prenez la Bulgarie, c'est pas si net que ça. Ou la Slovaquie, ou même dans une certaine mesure la Slovénie, c'est pas si net. Si vous regardez maintenant les 4 États qui sont les plus loquaces et les plus clairs en matière de menaces russes, c'est-à-dire le gros morceau, la Pologne, et les 3 petits morceaux, les 3 États baltiques, il y a un problème du côté de la Pologne dont la remise en cause de la démocratie libérale, je dirais, vulnérabilise la crédibilité. Alors quand on voit tout ça, il reste plus que les 3 Baltes comme étant des observateurs objectifs et crédibles. Donc c'est sur cette toile de fond, à mon avis, qu'il faut le regarder. Et c'est vrai qu'au sein de l'Union européenne, moi j'ai eu l'occasion d'aller avec Macron, par exemple, en Lituanie, et j'ai vu son dialogue avec le président lituanien. On sentait que ça commençait à prendre. Et c'est de plus en plus manifeste. On les écoute. Ingrida Šimonytė, la première ministre lituanienne, est quelqu'un qu'on écoute beaucoup maintenant. C'était pas le cas il y a quelques années. Michel Elcheninoff. L'évolution politique de certains pays baltes interroge, puisque vous parlez d'un sursaut patriotique, historique. Est-ce qu'il y a un risque d'urbanisation ou de polonisation de la classe politique de certains pays baltes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque finalement d'avènement d'un populisme conservateur, de démocratie libérale, ou c'est un risque totalement exclu actuellement? Oh, rien n'est exclu, mais peu probable. D'abord, en Lituanie, il n'y a pas. C'est assez curieusement, en dépit de la proximité entre la Pologne et la Lituanie, il n'y a pas d'extrême droite chauvine, enfin, si, il y en a un petit peu, mais c'est les miettes, nationaliste, etc., comme en Pologne. Il y a, en revanche, en Lettonie, en Estonie, des partis, je pense au parti EKRE en Estonie, qui est un parti ultranationaliste, chauvin, xénophobe, etc., ils arrivent jusqu'à 16% des voix aux élections parlementaires, mais ils sont même arrivés à être membres d'une coalition gouvernementale en Estonie, mais ils n'ont eu aucune incidence sur la politique. Donc, j'ai pas l'impression. Alors là, c'est une question. Je sais pas il semble pour l'instant, ils soient un peu vaccinés contre cette évolution populiste de droite à laquelle nous assistions partout, y compris ici. Ouais. François Bujon de l'Étang. Indépendamment de la menace russe, qui est évidemment un problème absolument majeur pour ces 3 pays, ils ont quand même, dans leur succès général, quelques points un peu plus préoccupants. Ils sont en panne démographique, n'est-ce pas? Ça, c'est un point qui est commun aux 3 États baltes. Et ils ont aussi un problème d'émigration d'une partie de leurs élites, parce qu'il y a des diasporas partout qui sont prêtes à les accueillir, parce qu'ils produisent beaucoup d'ingénieurs et de gens de qualité. Ils font face, comme beaucoup d'autres pays de l'Est d'ailleurs, à une espèce d'exode de certaines de leurs élites. Comment pensez-vous qu'ils peuvent s'attaquer à ce problème et le résoudre? C'est très grave. C'est très grave. Ils ont perdu. La Lituanie, par exemple, est passée de près de 4 millions à 2,8 millions. Oui. Et les autres aussi sont. La Lettonie est tout particulièrement vulnérabilisée. Donc c'est très inquiétant. Il faut signaler aussi d'autre part qu'il est arrivé beaucoup d'Ukrainiens et pas mal de Russes, ce qui n'était pas évidemment très souhaité initialement parce qu'ils souhaitaient renforcer la composante autochtone. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire rentrer des gens d'abord. Beaucoup de gens sont partis, beaucoup de Lituaniens, etc., sont partis par exemple en Grande-Bretagne et en Irlande. On peut en faire revenir, d'autant plus que les économies marchent quand même pas mal, que le marché de l'emploi est assez tendu, par conséquent il y a des possibilités d'emploi. Ceci étant, le problème, c'est que les salaires sont très bas par rapport aux salaires occidentaux. Et ça attire pas tellement, sauf éventuellement des gens qui viennent précisément du Bélarus ou de Russie. Donc, la situation est réellement inquiétante. Vous l'avez justement souligné, le gros risque, c'est un risque de disparition physique à terme. Si on prolonge les courbes d'aujourd'hui, c'est épouvantable. Maintenant... bon Dieu, rien n'est sûr, le pire n'est jamais sûr, mais il y a une grosse inquiétude, c'est vrai. Et cette inquiétude se traduit par des politiques particulières, elle est ressentie évidemment par les gouvernements,
Oui, politique nataliste, politique de réapatriation de compatriotes de l'étranger, politique d'encouragement à l'emploi. Il y a toute une série de mesures qui sont prises, mais dont les résultats, pour l'instant, m'apparaissent assez modestes, parce que, encore une fois, on est coincé entre les prix qui vont monter, les salaires montants, les prix qui vont monter, l'exportation de leurs produits sera plus difficile. Tout est piégé, c'est très difficile. Ça. C'est vraiment le vrai problème. Michel Elchaninov. Comment qualifieriez-vous la diplomatie de ces pays baltes, sachant que ils sont évidemment tenus tête à la Russie, mais ils ont récemment tenu tête à la Chine. La Lituanie a tenu tête à la Chine. Elle a subi des rétorsions commerciales. Dans quelles circonstances, il faut rappeler? Donc, en 2020, je crois, la Lituanie a ouvert une représentation non pas de Taipei, mais de Taïwan, en l'appelant Taïwan. Pas Taipei, mais Taïwan. Pas Taipei, mais Taïwan, ce qui pour les Chinois a été considéré comme une provocation majeure. Et donc les Chinois, avec des prétextes techniques, ont en réalité mis en place de mesures de rétorsion commerciale à l'égard de la Lituanie. Et la Lituanie a dû en appeler à ses partenaires européens. C'est devenu Et à l'OMC même. Et à l'OMC. Et donc, c'est toujours une affaire en cours, d'ailleurs, au sein de l'OMC. Et donc, la Lituanie a alerté, en quelque sorte, sur la question de la Chine, a tenu tête, a en quelque sorte contraint les États, les autres pays européens à être solidaires avec elle. Donc, comment est-ce que vous appelleriez cette diplomatie qui est quand même très intéressante? Merci. Oui, d'abord, je ferai une grosse différence entre les trois États. La Lituanie se distingue totalement par une politique extérieure beaucoup plus dynamique et beaucoup plus active, dans laquelle on sent comme des relents de grande puissance. Le Grand-Duché de Lituanie, qui atteignait 600 000 km² au XIVe siècle, a laissé des traces, et les Lituaniens se semblent responsables de leurs voisins, biélorusses, ukrainiens, même géorgiens, et également sont les promoteurs d'une politique morale. Ils ont été au premier plan sur la défense des Tibétains, ils ont accueilli le Dalai Lama, sur la défense des Ouïghours, maintenant sur la prévention de l'agression chinoise vis-à-vis de Taïwan. Il y a, et plus à l'heure actuelle, depuis l'arrivée de Gabrielius Landsbergis, qui est un grand interlocuteur de son grand-père, qui, je retrouve beaucoup de traces de la pensée de Vytautas Landsbergis dans la posture de son petit-fils. Il y a une posture un peu à la fois de grandeur et d'éthique. C'est assez curieux. Un peu dissidente. Et on ne trouve pas la même chose. Les deux autres, Estonie et la Lettonie, ont des postures plus localistes et plus prudentes. Il y aurait beaucoup à en dire, mais pour faire court, c'est ça. François Bujon. J'ai été très frappé en allant en Estonie, où je suis allé un certain nombre de fois, de voir que ce pays était relativement prospère par rapport à ce que j'en attendais. Et j'ai découvert que le Gosplan soviétique, dans son infinie sagesse, avait entrepris de spécialiser la République socialiste soviétique d'Estonie dans toutes les matières d'informatique, n'est-ce pas? Ce qui valait à l'Estonie d'avoir une vraie spécialité. Personne ne se souvient aujourd'hui que Skype, par exemple, c'est une invention estonienne. Et est-il possible que dans des domaines qui sont devenus des domaines d'excellence comme cela, ces pays continuent dans l'avenir d'affirmer une forte personnalité et des qualités de leader pratiquement technologique? Oui, vous avez raison d'insister là-dessus. En ce qui concerne l'Estonie, il ne faut pas oublier que pendant la période soviétique, c'était pas le grand désert ni le grand vide. Par exemple, l'agriculture collectivisée estonienne à la fin de la période soviétique faisait des merveilles et réussissait extrêmement bien. C'est vrai aussi qu'une école mathématique estonienne, lituanienne et lettonne était très reconnue en Union soviétique. Donc il y a des racines. Maintenant, je pense qu'ils sont effectivement
équipés, à condition que tous ces gens, que une grande partie de ces gens ne partent pas à l'étranger. Oui, qui ne partent pas dans la Silicon Valley. Exactement. Ils sont très équipés pour aider les pays à entrer dans l'avenir. D'ailleurs, il y a des centres d'excellence, un centre d'excellence informatique occidental qui a été créé à Riga il y a quelque temps. Il y a le centre de surveillance informatique de Riga qui réunit à la fois des locaux et des Européens de l'Ouest pour surveiller les influences russes. Ils sont bien équipés. Mais tout ça va dépendre du contexte, de la guerre en Ukraine, de la démographie. Donc il y a des questionnements. Michel Elchaninov. Une question d'histoire et d'histoire profonde. Ce sont des pays, notamment la Lituanie, qui sont restés païens très longtemps. Vous l'expliquez dans vos ouvrages. Le paganisme a un poids peut-être plus important que dans certains pays voisins qui se sont christianisés plus tôt. Qu'est-ce qu'on perçoit dans l'histoire de ces pays de ce poids du paganisme, même si évidemment la Lituanie est devenue très catholique ensuite. Mais parlez-nous un peu du poids des religions et peut-être du paganisme dans ces pays. Il vient de paraître un livre tout à fait remarquable d'un historien qui s'appelle Guggenheim sur la conversion des États baltiques au christianisme, et je le recommande chaleureusement parce qu'il est vraiment passionnant. La conversion de la Lituanie au christianisme officiel, c'est XIVe siècle pratiquement. Les autres, ça remonte plutôt au début du XIIIe, mais tout ça, c'est officiel. En réalité, c'est un processus d'influence mutuelle qui a duré plusieurs siècles, et par conséquent, les traces du paganisme initial sont restées fortes. Elles ont influencé les mentalités, c'est-à-dire un côté un peu magique, un peu romantique, notamment en Lituanie, moins en Lettonie où l'influence du littéranisme a resserré les vis et a créé une atmosphère un peu plus allemande. Mais dans les trois États, encore aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des diefturi, c'est-à-dire des adeptes des religions traditionnels autour de Perkūnas, notamment en Lituanie, ou Perkons en Lettonie, ou son équivalent en Estonie, qui sont même représentés au Parlement, à la Seimas de Lituanie, qui jouent un petit rôle et qui bénéficient d'une certaine crédibilité. Donc il y a une sorte de rémanence de cet univers, et c'est aussi quelque chose qui les rapproche entre eux et qui les rapproche des Biélorusses. Il faut voir à quel point, humainement, les Lituaniens notamment sont solidaires de la Biélorussie. Pour eux, c'est le même pays, en fait. Avec des langues très différentes. Alors, les Lituaniens on parle une langue du groupe balte, les Biélorusses parlent naturellement une langue slave, mais le territoire de l'actuelle République de Biélorusse était autrefois païen, et la toponymie notamment porte trace de la... Et puis il y avait des minorités dans les deux sens. Hein. Donc il y a une extrême proximité et une extrême empathie. Si vous regardiez les manifestations qui se passaient à Minsk, à Grodno, etc., vous aviez pas un peu partout autrefois, moi j'en ai participé moi-même, avec des drapeaux lituaniens. Donc c'était... Alors catholique ici, luthérien là, quelles autres différences importantes peut-on souligner entre ces trois États ? Les différences sont assez... C'est compliqué, parce que l'Estonie et la Lettonie portent toutes les deux très forte l'influence luthérienne et allemande. Donc on trouve des proximités en matière de tempérament, de réserve, d'organisation, etc. En revanche, les Lettons et les Lituaniens qui sont des Baltes sont parents aussi, mais avec des héritages différents. Allemands, germano-baltes d'un côté, polonais de l'autre. Il ne faut pas oublier que depuis le XVIe siècle, depuis l'Union de Lublin, la Lituanie est très très largement sous la tutelle culturelle de la Pologne. C'est-à-dire que la Szlachta polonaise a tenu le pays, etc. Donc là, c'est une différence de tempérament. Les Lituaniens sont proches des Polonais, un peu plus romantiques, un peu plus exaltés, un petit peu plus libertaires que les Lettons, qui sont
bien qu'étant parents, qui sont très organisés, qui sont très méthodiques, qui sont un peu plus sceptiques, et ça se reflète dans leur comportement de piétons dans la rue, mais aussi dans leur politique internationale vis-à-vis de Minsk ou vis-à-vis de Loukachenko, par exemple. Il y a une... Les Lituaniens ouvrent grandes leurs portes à l'opposition biélorusse. Les Lettons sont plus réservés, bien qu'ils soutiennent, mais ils soutiennent de façon moins fraternelle, je dirais. Donc, beaucoup de différences. Nicolas Bavrez. L'autre chose qui frappe, notamment venant de l'Estonie, c'est que si on regarde en termes de pourcentage du PIB, c'est un des pays qui est le plus engagé dans le soutien à l'Ukraine, y compris dans le soutien militaire. L'Estonie ? L'Estonie. Tout à fait. Avec la Lituanie, oui, tout à fait. Parce que je crois qu'ils sont parmi les plus conscients, ils sont particulièrement conscients de la menace. Il y a eu un antisoviétisme teinté d'un peu de russophobie très tôt en Estonie. Oui. Beaucoup plus qu'en Lettonie ou en Lituanie. Alors pourquoi ça ? En Lettonie, parce qu'on a beaucoup de couples mixtes, parce qu'on est plus habitué à cohabiter. Riga a de tout temps été une ville assez russe. Donc on est un petit peu plus ambigu. En Lituanie, parce que les Russes de Lituanie sont plutôt lituaniens, et par conséquent, ils sont ressentis plus comme des frères. Il n'y a pas de traîtres, en quelque sorte, ou très très peu. Il y en a quelques-uns, on les connaît bien. Mais les trois États ont des postures complètement différentes à cet égard, sur ce point-là. Sur l'enclave de Kaliningrad, vous pensez qu'on peut avoir un incident majeur qui naisse autour de cette enclave ? Mais je crois que tout le monde fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas, parce que je ne vois pas très bien qui aurait à y gagner. Les Russes sont pour l'instant encalminés en Ukraine. Leur armée a montré certaines faiblesses. Les Baltes font très attention à éviter toute provocation. Non, je n'ai pas l'impression. Ce qui est certain, c'est que la population de Kaliningrad est très divisée concernant la posture à adopter vis-à-vis de toutes ces questions-là. Mais je ne sens pas un risque imminent du côté de l'enclave de Suwałki. Mais bon, je peux me tromper, je ne suis pas géostratégique. L'histoire diplomatique n'est pas tendre pour les enclaves, d'une façon générale. Des enclaves ou des corridors, comme Danzig jadis, généralement ça se termine mal. C'est exact. Mais pour l'instant, je dirais que c'est un peu de l'intérêt de tout le monde que ça ne bouge pas. Je pense qu'après la guerre, il y aura sans doute une grande remise à plat et peut-être une braderie. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Michel Elchaninov. L'Ukraine essaye de se décoloniser par rapport à l'Union soviétique, mais également par rapport à la Russie. Il y a un mouvement décolonial en Ukraine, qui avait commencé avant la guerre, mais qui s'est accéléré depuis. C'est-à-dire que en Ukraine, même à Odessa, par exemple, on décide de dérussiser les noms des rues, d'abattre la statue de Catherine II, etc. Ce mouvement de désoviétisation, mais aussi de dérussisation, est-il également est actif, mais à quelle mesure, à quel rythme dans les 3 pays baltiques ? N'oubliez pas, oui, je suis d'accord que c'est une réalité en Ukraine, mais c'est aussi une réalité aux États-Unis. Quand vous pensez qu'on veut enlever la statue de Christophe Colomb sous prétexte qui n'était pas très clean au point de vue traitement des Indiens, c'est un mouvement un peu partout. Bon, alors maintenant, dans les États baltiques, ce mouvement de désoviétisation, pas de dérussisation, c'est de désoviétisation, est plus fort en Estonie, dans une certaine mesure en Lettonie qu'en Lituanie. Toujours la même chose, parce que le sentiment de lutte contre le totalitarisme est plus fort que la russophobie. Donc, on a fait quelque chose d'amusant. En Lituanie, on a créé ça s'appelle Grūtas parkas. Les statues soviétiques, on les a pas démolies, on les a toutes rassemblées au sein d'un parc, une sorte de Disneyland. Mais c'est pas ridiculisé, c'est plutôt où on peut visiter avec l'explication d'à quoi ça correspond. Alors, des héros soviétiques comme Kapsukas, on vous dit, parce que tout le monde a oublié que c'était aujourd'hui, on vous explique qui c'était, etc. C'est très bien fait, je recommande vivement. Alors qu'en Estonie, c'est un peu plus dur, un
petit peu plus agressif. L'affaire du soldat de bronze qui avait été transporté du centre de Tallinn vers un cimetière périphérique aux grandes dames des russophones de Tallinn avait fait grand bruit. C'était ça a même fait des émeutes urbaines. Donc oui, non, c'est différent. Il n'y a pas de dérussisation du tout dans les pays baltes. On n'enlève pas les places Pouchkine, les rues Lermontov, où ça a déjà été fait depuis longtemps. C'est plus ambigu que ça, ou c'est plus nuancé que ça. C'est difficile de dérussiser quand vous avez une population d'un quart de la population qui est russophone et que le reste de la population parle encore largement russe. Ça n'a pas grand sens. Et puis, non, il y a un mouvement, il y a une tendance. Les partis de droite sont favorables à la suppression de tous les symboles. Mais c'est plutôt soviétique que russe. C'est plutôt, je crois qu'il faut voir ça comme ça. Mais bien sûr, parfois, il y a des gens qui font la confusion entre les deux. C'est comme nazi allemand. Mais non, l'analyse me paraît plus fine en général. Alors, cette conversation, grâce à vous, aura donné à nos auditeurs envie d'en savoir davantage, d'en connaître davantage sur ces 3 pays baltes. Est-ce que vous pourriez poursuivre cette tendance en indiquant dans la littérature ancienne ou récente, dans le cinéma, ce qui vous paraît être un bon moyen de connaître un peu mieux et comprendre un peu mieux ces 3 pays baltes? Oui, je crois qu'il y a les ambassades ont des sites qui sont très intéressants, qui donnent des tas d'informations. Il y a des bibliographies de qualité sur des sites comme Wikipédia. Il y a maintenant une grosse documentation à la fois romanesque et de reportage ou de sociologie sur ces pays qui est disponible. Je ne vais pas énumérer. Moi, j'ai écrit mon premier petit bouquin sur les pays baltes, je crois que c'était en 89, dans le cadre du groupement pour les droits des minorités, parce que personne ne savait ce que c'était. Il n'était plus paru de bouquin en France depuis 1938, je crois. Et donc, il fallait faire un petit quelque chose. J'ai fait un petit bouquin, et puis de fil en aiguille, j'ai jamais été chercher personne, mais ils sont venus me chercher. C'est Autrement, qui m'a demandé de faire un premier bouquin sur le mouvement de libération des Baltes, etc. Maintenant, il y a beaucoup de choses. J'ai cité tout à l'heure le bouquin de Guggenheim sur la conversion des païens, mais il y a toute une série de bouquins. Par exemple, le bouquin de Sandra Kalniete, En escarpin dans les neiges de Sibérie, c'est un témoignage extraordinaire sur la déportation des Baltes au Goulag. Non, il y a beaucoup de choses. Et du cinéma. Le cinéma, oui. Il y a le cinéma, un bien film sûr. estonien, il y a eu il y a quelques années sur... Et puis il y a Šarūnas Vartas. Absolument. Il y a le cinéma des pays baltes. Et le théâtre. Et le théâtre, évidemment, très, très important. Et la musique. Ouais. Il y a eu on n'a rien dit là-dessus, mais il y a une grosse activité culturelle et intellectuelle incroyable pour la taille des pays. Par exemple, à Vilnius, c'est foisonnant et très, très, très créatif. Il faut y aller, hein. Oui, oui. Je pense que nous avons initié un mouvement de visite. François Bujon de l'État. Non, juste une vignette, un souvenir diplomatique en forme de vignette. Vous avez mentionné à juste titre que les Russes avaient un point faible, je dirais, un soft spot, comme on dit en anglais, pour Riga et pour la Lettonie. C'est vrai d'ailleurs, parce que toute une partie de l'intelligentsia soviétique allait régulièrement passer des vacances au bord de la mer derrière Riga. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais jeune, au Quai d'Orsay, où on préparait les grandes rencontres franco-soviétiques, qu'était la petite commission, la grande commission et tout ce qui s'ensuit. Nous attendions toujours avec impatience de voir quel est le programme que les soviétiques allaient nous proposer et nous faisions des paris là-dessus. Il y avait toujours un jour d'excursion à Riga qui était toujours programmé dans tous les programmes que nous donnait la diplomatie soviétique. Et bien entendu, nous refusions imperturbablement l'excursion à Riga puisque la France, comme beaucoup d'autres pays de l'Ouest, n'a jamais reconnu l'annexion des pays baltes par l'Union soviétique. Mais ça venait toujours à chaque fois. Et quand on va effectivement dans ces endroits, à Riga, on voit des traces considérables des résidents soviétiques qui venaient y passer. Comment expliquez-vous ça? Ça date de Pierre le Grand, c'est postérieur. En tout cas, c'était très vif à l'époque soviétique.
C'était très vif, c'était redevenu très vif jusqu'en février de l'an dernier. Il y avait plein de villas de la Riviera lettonne autour de donc la ville balnéaire de Jurmala qui était occupée par des Russes, et ils continuaient à venir beaucoup. Les Russes ont toujours été séduits, attirés par le côté occidental de Riga, par le climat très agréable en été de la Riviera Balte. Il faut voir que la mer est chaude l'été. C'est une mer très peu profonde et on se baigne très agréablement. Il y a plein de restaurants sympathiques, de cafés. Il y a une atmosphère... il y a toujours eu, je dirais même à l'époque soviétique, il y a une atmosphère qui n'avait rien à voir avec l'atmosphère compassée et ennuyeuse, pour dire les choses poliment, des endroits soviétiques habituels, même des endroits aussi cotés que Sotchi, par exemple. Donc, effectivement, ça a attiré, et maintenant, il y a une nostalgie chez les Russes qui ne peuvent plus y venir de cette région. Et encore un détail, Riga était aussi une ville culturelle russe d'une grande importance par son ouverture sur l'Ouest, qui était beaucoup plus forte qu'à Leningrad ou à Moscou. Et par conséquent, on venait respirer un air d'Occident. D'ailleurs, il parlait de cet étranger proche, était appelé par les Russes notre Occident. Oui. C'est une capitale de l'Art Nouveau aussi, puisque le père d'Eisenstein, Mikhail, il a construit beaucoup de magnifiques immeubles Art Nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore à nouveau beaucoup de Russes qui viennent à Riga, ce sont des Russes de l'opposition, notamment des médias d'opposition russes qui sont excellents comme Medusa ou la chaîne de télévision Dozh, ou encore des écrivains qui sont aujourd'hui menacés par le régime de Poutine comme Dmitri Glouchovski, sont à Riga. Donc il y a une forte communauté aussi russophone d'opposition dans le domaine des arts et des médias à Riga, comme il y a une forte communauté d'opposition politique russe à Vilnius. Donc il y a encore cette présence russe à Riga est encore très importante. Absolument, et ils sont tout à fait bien vus, aucun problème. Mais tout le monde à Riga en général peut encore s'exprimer en russe, et oui. Non, c'est tout à fait impressionnant. Nous, on était une réunion l'an dernier à la remise d'un prix de journalisme français, d'ailleurs, qui se tenait à la Bibliothèque nationale de Lettonie, et tous les représentants de toutes ces organisations dont vous parlez, russes, étaient là. Et c'est tout à fait impressionnant, le travail qu'ils font, la liberté qu'ils ressentent. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelait avant-guerre les Russia Watchers, qui étaient c'était des Américains, des Britanniques, des Suédois qui étaient installés à Riga pour observer l'Union soviétique. Maintenant, ils sont installés à Riga pour non seulement observer, mais aussi influencer. Donc, on a retrouvé un petit peu des anciens chemins. Eh bien, c'est sur cette description tentante, appétissante, devrais-je dire, de Riga, mais aussi de tous les pays baltes dont vous venez de nous aider à comprendre l'histoire et l'actualité. Yves Placereau, que je vous remercie d'avoir été notre invité. Et je remercie aussi Étienne Billon, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes de financement, Mathéo Gillet, qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville, qui produit notre podcast pour Nouvelles Écoutes, et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine.